Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième demi-journée pour l'édition de la journée sur les métiers de la transition. Vous êtes dans la salle Le Grand Bain. Le Grand Bain, pourquoi? Pour se former, monter en compétences sur les sujets et sur les métiers de la transition. Merci à vous. Je vais vous présenter nos intervenants et intervenantes et je vais vous donner un petit peu le cadre, l'organisation de cette table ronde qui va durer 1h15 à 1h30 et qui va largement laisser la place aux échanges avec vous. Donc attention, à tout moment, je peux venir vers vous, vous tendre le micro si vous avez une question, etc. On a organisé comme ça la conférence avec nos intervenants. À côté de moi, Frédéric Darnatig. Bonjour. Bonjour Frédéric. Maxime Linard, je te laisserai te présenter ensuite, bien évidemment. Et puis Margot Doumain, pardon, je vérifiais parce que j'avais toujours peur d'écorcher votre nom de famille du réseau RESES. Merci à vous trois, en tout cas, d'être venus un peu de loin, en transport en commun, si j'ai bien compris. Ça a pris du temps et heureusement que vous êtes là pour nous et puis pour surtout le public. Je tiens à remercier les organisateurs, donc l'Île des Possibles et puis l'Agence de développement et des transitions, et en particulier aussi à l'Île des Possibles, Lucien, qui m'a confié cette animation de table ronde. Donc moi, je suis Laura, le Curieux Belfond. J'ai la chance d'intervenir dans différentes écoles, mais place tout d'abord à la présentation de nos intervenants et intervenantes. Frédéric, je te laisse la main si tu veux présenter le réseau Être. Oui, donc le réseau Être, c'est un réseau national qui est chargé d'animer les écoles Être, qui sont les écoles de la transition écologique, un petit peu partout sur le territoire. Aujourd'hui, il y a une trentaine d'écoles Être en France. Et donc la vocation des écoles Être, c'est d'accueillir des jeunes, prioritairement des jeunes entre 16 et 25 ans, pour les accompagner à reprendre pied dans la formation, parce qu'on s'adresse beaucoup aux jeunes qui sont éloignés des cursus scolaires habituels, qu'on appelle un peu vulgairement les décrocheurs, les jeunes décrocheurs. Et donc le but du réseau, c'est des écoles, c'est de les raccompagner, de les raccrocher à la formation via les métiers de la transition écologique. Voilà. Merci. Maxime? Oui, alors moi je viens aujourd'hui présenter l'association Bienvenue en Transition, qui est une association mais aussi un lieu où j'habite, qui en fait était un ancien VVF, village vacances français, qui a été laissé à l'abandon. Puis à la suite d'un appel à manifestation d'intérêt, l'association a repris ce lieu pour en faire un lieu où on peut faire de la formation aux enjeux de la transition écologique et sociale. Le parcours est un peu particulier parce que la formation que je vais vous présenter, qui s'appelle le T-Campus, vient du campus de la transition, qui vous parle peut-être plus parce que c'est une structure plus connue. Donc je vous parlerai un peu des enjeux de la transition et de la formation à la transition au travers du campus de la transition et de Bienvenue en Transition, qui est le village tiers-lieu, l'écolieu où j'habite actuellement. Merci Maxime. Margot, je te laisse présenter RESES. Et moi, je suis du réseau étudiant pour une société écologique et solidaire. On a 3 raisons d'être qui sont dans capacité les étudiants et étudiantes sur la transition écologique et sociale, les représenter plutôt, dans toutes les instances des ministères, mais aussi de leur campus, et de les former à cette transition écologique et sociale, tout en faisant communauté avec eux et en les écoutant. Et voilà. Merci. Donc, vous l'avez vu, 3 structures extrêmement différentes les unes des autres, mais complémentaires, on le verra, complémentaires sur les pratiques, complémentaires sur les profils également qui sont accompagnés, qui sont soutenus, pour reprendre vos termes, pour présenter, pour continuer ce tour de table et puis pour vous donner aussi un petit peu de l'élan à comment on fait pour se former et par quoi il faut passer et vers qui on peut se tourner, etc. Ce que je vous propose à vous trois, chère Margot, cher Maxime et cher Frédéric, c'est finalement de commencer par cette question qu'on s'est partagée juste en aparté sur vos parcours mutuels, vos parcours respectifs qui là aussi vont être, je pense, assez éclairants. Frédéric, est-ce que tu veux commencer sur ton parcours personnel? Comment tu es arrivé à ce que tu fais maintenant? Ouais, alors bon, je suis toute jeune au niveau du réseau Être, puisque j'ai commencé à travailler au réseau en novembre 2024, donc c'est assez récent. Je viens du monde de la formation professionnelle. Je travaillais dans un organisme de formation associatif qui est un gros organisme en région Occitanie. Pendant 20 ans. Et j'ai occupé à peu près tous les postes pédagogiques de l'organisme de formation. J'ai commencé en tant que formatrice et puis j'ai évolué pour terminer à la fin de ma carrière là-bas sur un poste de directrice pédagogique. Donc je faisais partie du CODIR. C'était un organisme de formation de 150
250 salariés à peu près, donc on était assez gros. Et alors, j'ai bifurqué, c'est-à-dire qu'à l'approche de la cinquantaine, je me suis dit que soit je restais dans cette association et je terminais ma carrière là-bas, soit je me réinventais sur les questions de formation et de pédagogie. Donc j'ai fait le choix de quitter cette association et j'ai passé 2 ans à réfléchir. Je me suis installée en tant qu'artiste-auteur, j'ai fait des trucs à côté. Et puis j'ai aussi suivi une formation à Paris, une formation qui est proposée par le CNAM en partenariat avec Opal et UFISC, donc qui sont des structures qui accompagnent le milieu culturel et artistique. Donc pas vraiment sur le biais de la transition écologique, mais très porté quand même par les valeurs de l'économie sociale et solidaire. Et à travers cette formation, je me suis intéressée à l'univers des tiers-lieux. Et voilà, donc 2 ans après cette maturation, je suis revenue par le biais des tiers-lieux. Donc j'ai travaillé pour le réseau des tiers-lieux d'Occitanie, la Rosée, avec laquelle je collabore encore aujourd'hui. Et puis, assez naturellement, en fait, ça m'a amené vers les écoles êtres, parce qu'il y a beaucoup d'écoles êtres qui sont installées dans des écolieux, dans des tiers-lieux dont Maxime va parler. Et voilà, ça avait du sens, en fait, pour moi de bifurquer sur ces lieux-là, mais tout en maintenant les questions de pédagogie et de formation, quoi. Voilà ce qui me porte. La bifurcation, je pense qu'on en reparlera, ça c'est sûr. Maxime, peut-être effectivement partage aussi avec nous et avec le public ton parcours. Oui, alors moi du coup je me suis formé, j'ai commencé ici à l'université de Montpellier en biologie. Moi ce qui m'intéressait c'était les neurosciences, comprendre un peu le cerveau de l'humain. Puis après j'ai poursuivi mes études à Paris à l'école normale supérieure où j'ai étudié la psychologie et les neurosciences cognitives. Moi mon truc c'était le sommeil et le rêve. Peut-être que j'emporte un peu du rêve dans la suite de mon parcours, peut-être cette capacité à être un peu utopiste. Et puis je me suis rendu compte de la gravité de l'urgence climatique. Et certes, la recherche, c'est important, mais moi, je me voyais plus dans le concret, dans agir directement sur ce qui me semblait encore plus urgent que mettre un article scientifique de plus sur la pile des articles qui sont peut-être pas pris en compte dans les décisions politiques. Et donc, je me suis dirigé vers la formation. Alors pour ça, je suis allé au campus de la transition, qui est à la fois un écolieu, un lieu de formation et un lieu de recherche, donc qui est situé à Forges, en Île-de-France, en Seine-et-Marne, bordure Île-de-France. Et en fait, dans ce lieu, j'ai fait un service civique. Je reparlerai du service civique pour celles et ceux qui ont en dessous de 25 ans ou en dessous de 30 ans en situation de handicap. Et donc c'est là où j'ai appris à devenir formateur à ces enjeux de la transition écologique sociale. J'ai beaucoup appris. J'ai appris notamment ce que c'était de vivre en collectif et surtout d'aligner mes paroles et mes actes, parce que dans un écolieu, on vit en accord avec cette urgence climatique et donc on vit dans ce qu'on appelle la sobriété. Alors rien à voir avec l'alcool, mais la sobriété au niveau énergétique et consommation. Donc j'ai appris beaucoup et puis après je me suis dit bon, maintenant j'ai terminé ce service civique, qu'est-ce que je fais? On est parti avec des amis en France, 3 mois en vélo pour aller voir les initiatives, quelques initiatives des écolieux, des tiers-lieux, des associations engagées dans le domaine de la transition écologique et sociale. Donc on a fait ce voyage et je me suis arrêté à Bienvenue en Transition, qui est une structure un peu cousine du campus de la transition. Et le campus de la transition, du coup, m'a confié cette formation du T-Campus, qui est une formation de 3 semaines pour vraiment s'immerger et comprendre ces enjeux de la transition écologique et sociale de manière systémique en vivant directement dans un écolieu. Et c'est ça l'importance. Et donc, je suis arrivé à Bienvenue en Transition. Et puis, c'était tellement beau et tellement calme et tellement bien. Et j'ai réussi à trouver mon rythme de travail là-bas, que j'ai décidé de rester ici. Voilà pour le moment, et puis je bougerai sûrement dans un autre écolieu plus tard, mais pour l'instant c'est là où je me sens bien. Voilà. Merci Maxime. Margot, à ton tour. Du coup, moi, je suis étudiante sage-femme à l'université de Montpellier. Je finis mes études dans 2 mois. Et dans ce cadre, j'ai été administratrice de la Fédération nationale des étudiantes et étudiants sages-femmes qui s'appelle l'ANEFS. Et je suis montée rapidement au bureau avec un poste de vice-présidence en charge de la culture, de la solidarité et de l'environnement. Du coup, j'ai touché à beaucoup de thèmes et beaucoup de différents projets que cette association nationale portait.
et j'ai rencontré le RESES à cette occasion-là. On a fait des réunions un peu interassociatives, etc. Et on a créé des projets, on a fait beaucoup de choses. Et quand notre cher président Mathis m'a appelée, c'était une suite logique à mon parcours de rentrer dans cette association qui était entre mes thèmes, entre l'environnement et entre la solidarité. Et j'ai pensé que je pouvais vraiment impulser des choses, impulser de nouveaux thèmes dans cette association, et que cette association pouvait aussi m'apprendre beaucoup de choses. À la NEFS, on était beaucoup centré sur la santé environnementale, sur les solidarités comme la précarité menstruelle, des choses très liées à notre formation. Et je me suis dit qu'un réseau un peu plus généraliste sur ces thèmes, c'était vraiment très intéressant et ce que je cherchais. Et du coup, j'ai candidaté au poste de secrétaire générale, au vu du fait aussi que 5e année de sage-femme, c'est beaucoup de stages, c'est beaucoup de choses. Donc je me suis dit, un petit poste tranquillou, ça me fera du bien. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses et je suis très bien là-bas. Et voilà. Merci. En tout cas, on le voit, effectivement, il y a toujours cette notion d'engagement personnel, d'éco-personnel. Et c'est l'une des premières questions qu'on aimerait partager ensemble. C'est selon les différents publics que vous accompagnez, que vous êtes amenés à rencontrer, à soutenir dans leurs projets de transition, dans leurs projets de montée en compétences, etc. Est-ce que vous voyez quand même des besoins, des attentes particulières de leur part, ou des demandes spécifiques? Peut-être Margot, on peut commencer avec toi sur les demandes de la part des étudiants. Bien sûr. En fait, les étudiants et étudiantes nous ont fait part à travers une convention nationale étudiante qu'on porte tous les 3 ans. C'est une étude quantitative qu'on réalise et la dernière était en 2023. On a eu des réponses de à peu près 15 000 étudiants qui nous ont fait part du fait qu'ils n'étaient pas formés sur la transition écologique, et que 70% d'entre eux voulaient être formés lors de leur parcours de formation, lors de leurs études, à ces problématiques-là. C'est vraiment des sujets qui sont dans la tête d'un petit peu tout le monde maintenant. Tous les jeunes connaissent la transition écologique, ou alors les problématiques environnementaux et de précarité aussi, parce qu'il faut rappeler quand même que le milieu étudiant est un milieu précaire. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans des problématiques pour manger, dans des problématiques pour acheter leurs matériaux de stage, etc. Et en parallèle, ils sont aussi engagés pour parler de transition écologique, pour avoir un monde qui change et qui évolue dans les sujets actuels et les problématiques climatiques aussi. Et c'est vraiment important que et c'est quelque chose qui revient beaucoup, que ces étudiants ont besoin dans leur formation et pas dans des formations à côté de leurs études, de parler de transition écologique, de se former à ces problématiques pour pouvoir ensuite avoir des métiers où ils font des choses pour cette transition, ils font des choses pour aussi la solidarité et la précarité, et même pendant leur formation faire des choses en interassociatif s'ils sont dans des associations, ou d'aide d'étudiants à étudiants, parce que ça se fait beaucoup en ce moment avec par exemple les Agorae, etc. Mais c'est quelque chose qui remonte beaucoup, cette envie de se former et de faire évoluer le monde ensuite grâce à cette formation et à leur métier futur. Une envie de se former, que tu le disais, selon quelles que soient les spécificités, les spécialités, que ce soit à l'université, en enseignement supérieur, etc. Frédéric, avec le réseau Être, vous êtes sur un public plus jeune. Tu le disais aussi, assez différent, mine de rien, en termes de parcours de vie, etc. Est-ce que chez les jeunes que vous accompagnez, vous voyez aussi au sein du réseau Être une vraie demande de ces sujets-là, sur ces sujets-là, pardon?
Oui, alors c'est un peu réducteur de parler de typologie de public, mais enfin on a quand même des profils qui reviennent de façon assez récurrente. Et j'ai envie d'en mettre deux en évidence. C'est le jeune qui va être déjà sensibilisé à ces questions-là, qui va avoir envie de s'investir, de s'engager et qui ne trouve pas son compte dans les cursus habituels de formation plus conventionnelle. Et le jeune qui va être envoyé par le prescripteur mission locale, qui n'aura pas forcément une sensibilité d'emblée pour la question de la transition écologique et qui va, pour lequel ça va être un levier pour se remettre dans une forme d'action vis-à-vis de la formation, tout simplement. Donc il y a vraiment ces deux profils qui sont assez nets, avec bien sûr entre les deux une grande diversité, et chaque individu a ses motivations propres. Mais quand même globalement c'est un petit peu ça. Et après on accueille pour le coup au sein des écoles des personnes qui sont parfois très sachantes sur les questions de la transition écologique, puisque des jeunes qui ont beaucoup réfléchi à ça, qui se sont parfois mis un petit peu en marge pendant quelques temps, qui ont vécu par exemple en autonomie ou qui ont mis en œuvre des pratiques d'autogestion, etc. Et donc qui apprennent beaucoup aussi, et ça participe, je pense, à la richesse des parcours être, c'est-à-dire cette diversité d'appréhension de la question de la transition écologique et de pratique de la part des jeunes qui participent aux formations. Et on le sent dans les deux discours, les deux témoignages que vous venez de nous partager. Il y a cette notion effectivement de partage et de transmission aussi entre les pairs, sur un point sur lequel on reviendra. Maxime, pour compléter aussi par rapport à ton regard et par rapport à ce que tu vois des profils qui viennent se former, qui sont en attente et en demande, qu'est-ce que tu peux nous expliquer par rapport à ça ? Oui, alors si je parle vraiment du T-Campus et des stagiaires auxquels moi j'ai accès, si je devais trouver un dénominateur commun, ça va souvent être des émotions assez fortes quant à ces enjeux de transition écologique et sociale. Si on regarde deux revues qui sont parues en 2021 dans Nature et The Lancet, on va avoir à chaque fois une grande majorité, notamment des moins de 25 ans, qui vont souffrir ou décrire des symptômes d'éco-anxiété, le fait d'être anxieux ou anxieuse relativement à ces enjeux d'urgence climatique. Et ces profils-là, il faut les accompagner, faut les aider à traverser des fois ce désert de l'éco-anxiété ou des éco-émotions en général. Donc voilà, si je devais trouver un dénominateur commun à ces profils-là, je dirais voilà, c'est être très concerné par ces enjeux-là. Après, en termes d'âge, il y a de tout. Il y a les gens qui sortent du bac ou des études qui se disent bon, ben voilà, je sais que j'ai envie de travailler, mais je ne sais pas dans quoi. Dans quoi travailler en accord avec mes valeurs. C'est pas évident, il y a beaucoup de pièges. Et du coup, il et elle se posent ces questions, mais aussi des personnes plus âgées qui, 40, 50, 60 ans, se disent mais en fait, ce que je fais depuis des années, ça va pas du tout, c'est pas du tout en accord avec ce que je prône, et puis qui réalisent un peu que il y a peut-être temps de changer de direction et casser un peu ce récit de heureusement qu'on a la jeunesse pour faire la transition. Non, c'est pas à la jeunesse de faire la transition, c'est à tout le monde. Et donc voilà, il y a pas mal de gens pour nous le prouver que tout le monde peut transitionner, donc c'est chouette. Et j'espère qu'effectivement notre public est conquis et est complètement d'accord avec nous. D'ailleurs, je me tourne vers vous avant de continuer. Est-ce que parmi vous, certains ont des projets de formation, de montée en compétences par rapport à vos métiers actuels ? Est-ce que si vous souhaitez juste lever la main pour juste nous montrer qui souhaite... OK. Et deuxième question, et parce que ça va nous permettre aussi d'aborder un autre point important sur cette table ronde, est-ce que parmi vous, vous êtes peut-être formateur, éducateur, accompagnateur de jeunes, moins jeunes OK, d'accord, extra, super, merci. Donc oui, effectivement, tu le disais, enfin vous le disiez tous d'ailleurs, la transition ou la bifurcation, quel que soit le terme qu'on veut y mettre, c'est pour tout le monde. Malgré, finalement, c'est des sujets sur lesquels on parle de plus en plus, mais pas depuis longtemps.
mine de rien. Est-ce que vous voyez quand même qu'il y a, comment dire, pas une accélération, mais on va dire une augmentation des demandes? Est-ce que vous êtes de plus en plus sollicité? Tu parlais des prescripteurs, des ambassadeurs, tu parlais des jeunes également, enfin des étudiants, des associations étudiantes, pardon. Est-ce que vous sentez qu'il y a un engouement qui se renforce un peu par rapport à ces sujets-là? Frédéric? Oui, ça serait, enfin voilà, c'est jamais assez, hein, mais malgré tout, oui. Aujourd'hui, c'est vrai que on le voit au niveau du réseau, par exemple, il y a l'école être de l'âge à 10 ans, même pas. Bon voilà, on voit qu'aujourd'hui on est 30 en France. On a été largement encouragé par la région Occitanie sur le territoire d'Occitanie pour pouvoir monter des écoles. Donc il y a aussi certaines institutions qui suivent hein, quand même et qui sont porteuses et c'est essentiel. Et puis oui, une demande assez générale et aussi de la part des acteurs de l'accompagnement. Tu posais la question par rapport à dans la salle pour savoir s'il y avait des personnes qui interviennent sur ces champs-là. Oui, on a de plus en plus de demandes de personnes qui souhaitent accompagner, mais un peu autrement, différemment, dans des contextes qui sont plus porteurs par rapport à ces questions de transition et d'écologie. Ouais. Morgane, pardon, Margot. Margot, excuse-moi. Est-ce que pareil, au niveau du réseau RESES, vous voyez de plus en plus d'associations venir vers vous? Oui, de la même façon, on a une croissance au niveau de nos adhésions, mais aussi on voit la différence d'associations qui rentrent dans notre réseau. On a de plus en plus d'associations qui sont un peu plus novices. Avant, on avait beaucoup d'associations locales qui étaient déjà sur des thématiques d'environnement, qui travaillaient déjà sur des projets, par exemple, de paniers bio pour les étudiants, des choses comme ça. Et maintenant, on a beaucoup plus d'associations qui sont soit nationales, soit fédératives, qui veulent en fait se former et qui veulent être beaucoup plus acteurs de la transition écologique. Je pense directement à des fédérations vraiment nationaux qui mettent en place des vice-présidents pour la transition écologique, des chargés de mission pour des projets particuliers sur ce thème. On a un changement en fait de projet, un changement de vision aussi des projets qui veulent se former sur l'événementiel écologique, responsable, qui veulent beaucoup plus garder leur projet, garder leur thématique, mais impulser dedans et infuser dedans la transition écologique et sociale et comment on fait pour que ce soit plus écologique, comment on fait pour que ça vienne pour tout le monde, que ça soit inclusif aussi. C'est quelque chose qui est très important pour nos étudiants et étudiantes et très important pour nos associations. On voit vraiment aussi dans notre conseil d'administration un changement de positionnement sur ces questions et des choses qui veulent être un peu plus incisifs, un peu plus que ça évolue un peu plus rapidement ou un peu plus avec des impacts plus forts. Donc oui, on voit aussi beaucoup l'évolution. Maxime, pareil, sur les structures dans lesquelles tu fais partie, est-ce que tu vois une augmentation des sollicitations, des demandes? Oui, une augmentation douce, hein, légère. Hein. Je ne dirais pas que ça augmente très vite. Pourtant, le consensus scientifique, il est là depuis des décennies. Ça va pas assez vite encore. Il faut vraiment augmenter cet engagement dans la transition. Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, cet engagement il devient de plus en plus systémique. C'est-à-dire que maintenant, on va avoir peu de domaines. On va pas essayer d'inclure des questionnements autour de l'écologie ou de la solidarité. Voilà. Après, de l'autre sens, il faut rester très vigilant parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans des dynamiques où, au niveau de l'éducation, au niveau du partage des connaissances, il y a des mouvements qui peuvent être dangereux et il faut soutenir absolument les associations qui mettent en valeur ces thématiques d'éducation aux enjeux de la transition écologique et sociale pour pas qu'on recule sur ces sujets-là, pour qu'on continue d'avancer, c'est vital. Alors, c'est vrai qu'il n'est pas possible de faire une cartographie complète des formations, même si certains ont essayé, parce qu'il y en a beaucoup. Puis, vous le disiez tous les trois, hein, c'est que c'est finalement maintenant diffusé, infusé au sein des différentes formations, aux métiers au sens large qui peuvent exister.
Par contre, c'est vrai qu'il y a quand même des caractéristiques qui sont assez présentes et que vous m'évoquiez tous les trois quand on a préparé la table ronde. C'est notamment en termes de partage, en termes de pratique aussi, en termes d'immersion et de temps. On en reparlera un petit peu plus tard. Peut-être que vous pouvez aussi nous expliquer chacun ce besoin pour parler de transition, pour faire monter les gens en compétences, les participants aux formations en compétences en règle générale. Il y a aussi effectivement une dimension très forte sur les nouvelles pratiques pédagogiques. Maxime, peut-être que tu veux commencer sur ce sujet-là. Oui, alors ce qui est assez intéressant quand on parle de la transition, c'est que quand on va aller vers l'éducation ou la formation à la transition, on va avoir tendance à l'enseigner, la transmettre de la même manière qu'on transmet autre chose. Or, il y a beaucoup de choses qui ne se passent pas, simplement des clics qui ne se font pas. Par exemple, si je dis qu'en 2024, en France, on a augmenté de 1,7 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, ça fait peur peut-être, mais ça ne pousse pas à l'engagement. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une vraie déconnexion entre l'humain, la nature, et l'humain et les autres humains. Et le but du jeu de ces pédagogies, notamment la pédagogie qu'on utilise au campus, qui s'appelle la pédagogie tête, corps, cœur, ça va être de faire cette connexion entre les humains et entre l'humain et son environnement. Alors pourquoi je parle aussi de cette pédagogie tête, corps, cœur? Elle ne sort pas de nulle part. Il y a d'autres instituts dans le monde qui l'utilisent, comme le Schumacher College ou le Sustainability Institute en Afrique du Sud. Et aujourd'hui, donc, cette transition, enfin cette manière de voir la transition, cette manière d'enseigner par une approche intellectuelle, plus une approche sur le plan des émotions, plus une approche sur le plan du sensible, pour faire bouger, pour former, pour transformer, eh ben, elle est sourcée par des académiciens, des académiciennes, des chercheurs, chercheuses qui travaillent sur ces sujets. Et juste pour la présentation, le campus de la transition donc participe à apporter des connaissances sur le sujet du coup de la transition, comment faire la transition. Et un de ces ouvrages donc, du collectif Fortes, qui est de 70 enseignants et enseignantes, chercheurs et chercheuses qui travaillent sur ces enjeux-là, c'est Pédagogie de la transition, donc des petits manuels de la transition. Et voilà, je vous invite à aller le consulter en bibliothèque par exemple. Pour voir voilà, comment on parle de transition autrement que de manière très descendante dans un amphi ou dans un open space, mais plutôt en mettant les gens en mouvement. La pédagogie de la transition, c'est aussi très certainement quelque chose qui ressort de l'enquête que vous faites au RESES sur les demandes, comme tu l'évoquais en introduction, sur les nouveaux formats de formation. Mais de la même façon, on pense au RESES et aussi dans la population étudiante que le système cours magistraux, c'est bien et il y a certains thèmes qui en nécessitent, mais ça montrera jamais l'engagement qu'on peut y mettre, les choses qu'on peut y mettre. Et ce qui est beaucoup utilisé, c'est voilà, la co-construction, les ateliers, mais aussi l'éducation populaire. C'est quelque chose qu'on met en avant au RESES sur toutes nos formations, c'est de pouvoir enseigner certaines choses et être enseigné en même temps. Ça passe par des ateliers, mais ça passe aussi par des discussions, ça passe par beaucoup de choses, mais on pense que même si on doit transmettre des choses, même si y a des grandes guidelines qui sont importantes à expliquer, les personnes qu'on a devant nous, les personnes qui sont formées, elles ont aussi à nous apprendre des choses pour améliorer les formations, mais aussi pour améliorer et pour comprendre certains thèmes, certains freins aussi qu'ont les étudiants et étudiantes à la transition écologique et sociale. Il y a toute une compensation à faire sur le fait que les étudiants, comme je disais tout à l'heure, sont quand même dans un milieu de précarité et c'est quelque chose qui évolue beaucoup et exponentiellement. On n'est pas dans l'évolution du milieu étudiant pour qu'on vive mieux, etc. Et c'est de compenser cette chose avec des plus en plus d'étudiants qui prennent des jobs étudiants pour vivre, avec le fait qu'ils veulent s'engager pour la transition écologique ou pour la précarité ou pour la solidarité. Et l'éducation populaire permet aussi de les incapaciter et de leur donner vraiment un empowerment, si je peux me permettre l'anglicisme, pour
au-delà de la transition écologique, aussi former les autres, aussi en discuter, aussi faire découler en fait la formation qu'ils pourraient avoir entre leurs pairs dans leur milieu, chez leur famille aussi, enfin faire découler tout ça dans la transmission. Frédéric, du côté du réseau Aide, peut-être que tu peux nous présenter les formats pédagogiques, les formats de formation que vous avez mis en place. Oui, donc il y a 3 parcours en fait qui sont proposés dans les écoles lettres. Donc c'est des référentiels qui sont proposés dans chacune des écoles et qui sont identiques. Donc on a des programmes assez courts qui durent entre 2 semaines et 1 mois qu'on appelle les parcours découvertes, où là les jeunes vont venir à chaque fois on est sur de l'intensif, donc ils sont là à temps plein, ils vont venir découvrir, se sensibiliser aux questions des métiers de l'écologie, de la transition. En fonction des écoles, les compétences sont différentes, donc ils iront tester, expérimenter des choses qui peuvent être diversifiées en fonction des écoles, mais en passant un petit peu par différents métiers. Ensuite on a un parcours de préqualification un petit peu multi-filières, donc où les personnes vont être là sur des périodes plus longues, de plusieurs mois, entre 3 et 6 mois, ça peut varier là aussi. Et donc là, on va avoir des personnes qui vont être sensibilisées de façon un peu plus approfondie que sur le métier découverte à des filières comme l'éco-construction, comme la menuiserie, les éco-gestes dans la menuiserie, comme le maraîchage, etc. Donc voilà, ça dépend des compétences de chaque école. Et après, on a un parcours de préqualification qui est axé filière, où là, les personnes seront vraiment sur une thématique particulière. La mécanique cycle, par exemple, on a une précale mécanique cycle, où là, des jeunes vont venir sur une durée toujours un petit peu de plusieurs mois, un petit peu longue, vont venir se former, mais sur des logiques de préqualification, c'est-à-dire que l'objectif des parcours être, c'est pas seulement de former sur des techniques métiers, mais c'est aussi de remettre les jeunes en selle pour pouvoir après aller se former sur des programmes certifiants plus classiques, hein, qui les amènent vers des diplômes ou des certifications. Voilà. Et juste par rapport à la pédagogie, puisque j'ai le micro, on est vraiment sur des approches qui sont centrées sur l'humain. Je te rejoins complètement. Je pense que là, c'est la philosophie des formations qui sont proposées, c'est de remettre les gens ensemble. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'innovation. Tu parlais d'innovation. L'innovation en formation, c'est aussi beaucoup la technologie, l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle, etc. Donc, c'est vrai qu'on n'est pas sur ce type d'innovation. On n'est plus sur des innovations qui tournent autour du vivant et de l'humain à travers les pédagogies par le faire. Donc, on considère que se remettre à faire, se remettre à apprendre par le faire et se remettre sur les pédagogies actives, c'est essentiel. Et également les pédagogies coopératives, l'apprentissage entre pairs, etc. Et puis l'immersion. J'insiste sur le fait que les lieux dans lesquels on forme sont des lieux particuliers qui sont pensés de façon à ce que les humains se remettent ensemble. Et ça me semble être essentiel. On n'a pas des tables avec des chaises et un maître devant, debout. Des lieux particuliers, Maxime, je pense que ça fait largement écho à ce que tu vis. Là aussi, ce côté immersif est très important dans ce que vous portez. Oui, je pense qu'au-delà de la formation, on va apprendre des savoirs. En fait, le fait d'être en immersion dans un écolieu et de vivre en fait cette transition, de l'incarner, c'est capital pour comprendre de quoi on parle. On ne peut pas faire de la transition et le soir rentrer à la maison, être déconnecté de ces valeurs-là. Et moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup transformé, d'aller vivre, découvrir un écolieu. Puis maintenant, j'y vis parce que ça me parle beaucoup. Mais en effet, et puis je pense qu'un des trucs qui est très chouette à Bienvenue en Transition sur l'écolettre qui est hébergé sur le lieu, c'est que justement les stagiaires peuvent dormir sur place. Et en fait, en tant que formateur, on voit tout ce qui se passe entre les formations, parce qu'il y a la formation qui est très importante, mais tout ce qui va se passer entre la formation, les discussions informelles, les questionnements, « Ah ouais, mais est-ce que ça c'est grave ? Et ouais, est-ce que ça te stresse aussi, machin ? Et ok, machin. » Et toutes ces discussions, tout ce qui est généré en dehors
en dehors de la formation, c'est aussi capital. Et je pense que aujourd'hui, une formation, elle ne doit pas être pensée dans ça commence au début de l'heure de cours et ça finit à la fin de l'heure de cours, mais plutôt dans on introduit des questionnements et ces questionnements, voilà, ils perdurent. De toute manière, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire la transition, mais seulement des questionnements qu'on peut partager et après voir ce que ça donne. Donc oui, l'immersion capitale. Et c'est pour ça que dans le TI Campus, on va avoir 3 semaines, on va venir découvrir ce que c'est que la vie dans un écolieu, manger végétarien, mettre moins le chauffage, voire pas du tout, se déplacer en vélo, en fait, juste vivre sous 5 tonnes par an. Et se rendre compte que en fait, cette sobriété, elle peut être vertueuse et très chouette, en fait. Et c'est pas que le travail, quoi, c'est un tout. C'est pas que le travail, c'est surtout, on l'évoquait, le partage et le recentrage, je ne sais pas comment ça se dit, mais enfin, bref, se recentrer. Place donc effectivement au partage avec vous. Je vais me lever, même si je suis certainement en hypoglycémie, mais je vais le faire pour vous. Avant qu'on aborde la deuxième partie de la table ronde, je vais vous inviter, si vous avez des questions sur les formations, sur les réseaux, sur le besoin de se former, de monter en compétences, place à vos interrogations, à vos questionnements. Qui se lance? J'arrive. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question principalement pour Frédéric et puis Maxime, mais aussi peut-être Margot. Se former pour rejoindre les métiers de la transition, ouais, top, super. Et après, je me dis, mais il y a aussi se former tout court. Je m'explique, il y a aussi plein de jeunes qui vont, par exemple, passer à l'école être et puis qui, après, ne feront pas forcément un métier dans la transition. Ils feront peut-être autre chose. Il y a plein de jeunes ingénieurs qui vont passer au campus de la transition, qui feront peut-être autre chose. Et j'aimerais bien avoir un petit peu votre retour, c'est de se dire, OK, on se forme, mais comment les jeunes qui vont retourner dans la vie, une vie qui n'est pas forcément marquée dessus, transition, comment ils retombent sur leurs pattes. Alors, juste un truc. Sur la patte, excusez-moi, c'est mal formulé. Pour bien comprendre ma question, j'ai une conviction, c'est que de toute façon, toutes les entreprises, demain, quel que soit leur domaine, vont être amenées à bosser dans le domaine de la transition, quel que soit leur vernis actuel. Que ce soit dans l'automobile, beaucoup, en tout cas, beaucoup. Et du coup, c'est ce pan, voilà, que s'il y a eu des réflexions, des témoignages de jeunes qui sont revenus peut-être dans des domaines comme plus classiques et comment ils ont bénéficié de ces formations. Merci. Merci pour votre question. Alors, bon, évidemment, on est un passage. On a des suivis. Tu le sais puisque tu es sur une école être, l'école être à l'ENIA, on en parlait tout à l'heure. Donc on a des suivis, on contacte les jeunes quelques mois après qu'ils soient sortis de la formation. On peut, d'ailleurs notre rapport d'impact qui vient d'être publié pour 2024 en témoigne, on peut suivre un petit peu les itinéraires et les cursus et se rendre compte de la pertinence pour la suite des parcours. Mais en même temps, effectivement, on espère que sur ces parcours-là, on puisse engager les jeunes pour qu'après ils construisent en autonomie leur parcours professionnel. Et effectivement, ce qu'on constate, c'est que souvent, ou parfois en tout cas, ces jeunes vont retourner vers des milieux plus conventionnels, moins engagés. Mais par contre, et je te rejoins tout à fait, le fait de pouvoir impulser dans des entreprises plus moins engagées sur les questions de la transition, de pouvoir impulser de l'intérieur c'est cette philosophie, ces valeurs, cette envie de faire bouger de l'intérieur les choses, et ben ça semble essentiel. On vit quand même dans un monde qui est de façon extrêmement dominante constitué de ce type d'entreprise, de ce type de fonctionnement empreint de notre modèle libéral. Si on veut le faire évoluer, si on veut l'accompagner à changer, il faut bien qu'on aille y mettre le nez dans ce milieu-là, sinon on risque de ne pas y arriver. Donc c'est le pari qu'on fait, et ensuite effectivement on forme aussi, alors là pour le coup des jeunes donc qui rentrent dans la vie active, on les forme aussi
aussi à être autonomes, indépendants et à pouvoir mobiliser leur émancipation. Et ils sont libres. Ils sont libres de faire leur choix par la suite et de voguer vers les cieux qui leur convient le mieux. Voilà, moi j'ai confiance dans l'avenir, mais à condition que les personnes puissent être libres de leur choix. Ça me semble être primordial aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, quoi. Ouais, si je peux enchaîner, je suis carrément d'accord avec le fait que la transition doit s'insérer dans tous les milieux. Je pense que la transition sera systémique ou ne sera pas, et qu'on a besoin de personnes dans tous les milieux. Alors attention, ça ne veut pas dire que tous les milieux sont cohérents avec les enjeux de la transition écologique et sociale. Ça veut simplement dire qu'on ne fera pas notre transition dans notre coin entre personnes convaincues, mais on doit justement aller déclencher ce passage à l'action chez les autres. On doit aller continuer d'informer, continuer d'éduquer, donc du coup à ces enjeux de la transition écologique et sociale. Et moi, j'ai la conviction qu'une fois qu'on a goûté un peu de sobriété, et c'est là où l'immersion est intéressante, une fois qu'on a goûté un peu de sobriété, en fait, on ne revient plus à un consumérisme comme avant. On s'y sent bien dans cette sobriété. Je parle personnellement, j'utilise le « on », mais je suis assez convaincu que beaucoup de personnes partagent mon ressenti. Peut-être aller passer quelque temps dans un écolieu, et après on voit que nos habitudes, elles changent, parce qu'en fait, on se sent mieux de vivre dans un monde avec un peu moins de surconsommation. Et je voulais dire aussi par rapport au contenu, moi, des formations dans lesquelles je travaille, on ne va pas former à des métiers spécifiques de la transition. On va plus être dans une formation, on va transmettre une réflexion autour des enjeux de transition écologique et sociale. On va parler philosophie, on va parler sciences économiques et sociales, on va parler écologie, on va parler politique. On va venir balayer tout un spectre de champs de disciplines pour penser cette transition. Et puis dans l'aspect immersif, vraiment, la vie est en transition. On se met en transition et pas seulement son travail, comme je le disais tout à l'heure. Margot, tu veux compléter ? Pour compléter un peu, je pense que vous l'avez dit, chaque métier peut faire sa transition. Il y en a certains qu'on imagine moins parce que on a des normes en tête et on a des métiers un peu conventionnels où on se dit mais comment pour ma part, un exemple très concret, le métier de sage-femme, honnêtement au tout début la transition on ne sait pas trop où elle est, mais en fait en y réfléchissant on peut faire tellement de choses. Je suis dans un stage où je suis à Tours et on trie. Ça peut paraître très particulier, mais on trie, ce qui est vraiment très, très, très cool. Il y a toute une transmission aussi aux étudiants et étudiantes sages-femmes de dire, voilà, notre métier, il est comme ça, mais il y a des choses à faire derrière pour que le métier évolue, pour que la formation directement évolue, afin que le métier évolue aussi. Et je pense qu'il faut se sortir des normes et des conventions qu'on a maintenant. C'est pour ça qu'on veut faire de la transition. La transition, c'est un changement. Donc, il faut sortir des normes qu'on a maintenant et essayer d'aller vers des métiers ou aller vers des métiers qui sont déjà existants, mais qui transitionnent aussi et qui ont à cœur d'évoluer pour les humains et pour la planète en général. Mais je pense qu'il faut se sortir un peu de métiers conventionnels. Le métier de la transition, je ne le vois pas comme juste des métiers qui vont valoriser la transition, mais des métiers qui sont déjà existants et qui font eux-mêmes leur transition, qui évoluent, qui essayent de mettre en place justement la transition écologique et sociale pour s'adapter au mieux à l'évolution de la vie et à l'évolution qu'on veut pour une société qui est bien pour tous en fait. Merci pour cette question. Est-ce qu'on a une deuxième question dans la salle avant ? Oui, pardon. Merci pour vos témoignages. Ça me fait réfléchir. Est-ce que après ces formations, vous avez eu une réflexion, vous l'avez aujourd'hui, sur le revenu de la transition écologique pour accompagner peut-être des personnes qui aimeraient justement créer leur métier justement dans ce domaine et qui ont besoin de durant ce temps de changement? On sait que les premières années, quand on crée une entreprise, c'est compliqué. Donc, pour les accompagner avec ce revenu de la transition écologique. Alors là, je ne sais pas qui veut en parler.
Juste pour je pense le spectre un petit peu formation quand on est jeune et dans l'enseignement supérieur et de la recherche, je pense qu'il y a beaucoup quelle soit la filière, quelles que soient les diversités d'études qu'on fait, je pense qu'il y a possibilité d'être formé à ce niveau-là. C'est une envie qu'a eu le ministère il y a quelques années d'avoir un pan transition écologique dans le premier cycle, en tout cas des études. Bon, c'est plus ou moins fait, bien sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose qui doit être systémique aussi dans ça. Et donc, du coup... a posteriori que tout le monde en fait qui fait des études ait un peu cette sensibilisation et du coup les aide à impulser ça dans leur nouvelle entreprise ou dans la création d'une entreprise. Mais en tout cas, je pense qu'il y a quelque chose à faire dans l'enseignement supérieur de beaucoup plus important que seulement au premier cycle, parce que pas tout le monde reste au premier cycle d'ailleurs, mais il faut que ça soit impulsé beaucoup plus, avec beaucoup plus d'impact, avec des normes qui sont importantes, avec des enseignants qui sont professionnels aussi dans ça. On le voit bien que dans les formations qui sont données, c'est pas souvent des professionnels de la transition écologique ou alors juste de l'enseignement d'ailleurs qui portent ces formations. C'est des fois réellement des profs un peu si je puis me permettre, random, des profs de maths, de choses comme ça, qui c'est très bien, mais d'avoir vraiment une formation très professionnelle pour justement savoir comment transmettre cette transition, savoir comment impulser une petite graine dans le cœur des étudiants qui vont se dire « Ok, je ne peux plus penser de la même façon, il faut que je pense avec la transition écologique et solidaire, il faut que je pense à mon futur métier, comment il sera, à la future entreprise que je vais créer ou à la future entreprise où je serai. » Et je pense que rien que la formation en elle-même dans les études ou dans les écoles d'ailleurs est primordiale afin d'aller vers en fait les métiers quel que soit le métier. Oui, moi, alors j'ai pas la réponse, parce que alors c'est vrai que sur les écoles être, les suites de parcours qui sont des suites de parcours en création d'entreprises sont plutôt minoritaires. Pour autant, et je crois que ça rejoint de toute façon la mobilisation en général des fonds qui peuvent être des aides, soit à la création d'entreprises, soit à la formation pour les personnes qui souhaitent s'engager, nécessite un accompagnement. Et le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que les acteurs eux-mêmes, donc que ce soit les acteurs qui accompagnent à la création de l'entreprise ou les acteurs qui accompagnent à la formation tout simplement sur ces questions-là, ont besoin d'être formés. Voilà, donc je crois qu'on avait prévu d'en parler, donc ça tombe bien et ça viendra peut-être un petit peu plus tard, je ne vais pas spoiler la suite, mais il y a quand même cette question de l'accompagnement des acteurs, de l'accompagnement et de l'insertion qui me semble être primordiale en fait. Voilà. Oui, peut-être juste pour répondre rapidement, je connais une structure incubatrice sur Toulouse qui s'appelle les Imaginations Fertiles. C'est peut-être quelque chose qui peut t'intéresser. Après, je pense que quand on est dans la démarche de créer une entreprise, c'est très important de se poser bien la question de qu'est-ce que je veux créer, parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Et est-ce que j'ai besoin de faire quelque chose d'innovant, de différent, quand il y a beaucoup de choses qui ont besoin de gens déjà. Mais pour des projets d'entrepreneuriat, il me semble qu'il y a cet incubateur des imaginations fertiles sur Toulouse. Oui, effectivement, je suis absolument désolée, on n'a pas apporté une réponse pleine et riche, mais comme dirait Maxime, on est là pour ouvrir au questionnement et peut-être trouver des réponses ultérieurement tous ensemble. Non, mais c'est vrai que les incubations, c'est quand même un bon levier. Il y a aussi Alter Incube à Toulouse qui accompagne. Voilà, donc, je parle de Toulouse parce que je ne sais pas s'ils sont partout en Occitanie ou plutôt côté Midi-Pyrénées, anciennement Midi-Pyrénées, mais voilà, je pense qu'il faut se tourner vers ces acteurs-là, oui. Et c'est vrai que ça nécessite quand même du courage, quoi qu'on en dise, et bravo pour tout ce que vous faites, etc. Merci effectivement aussi pour votre question qui nous permet d'aborder un point qui nous paraît essentiel à tous les quatre. Vous l'évoquiez toutes les deux, mesdames, c'est la formation des formateurs ou la formation des encadrants. Et ça, c'est un point sur lequel chacun, vous travaillez aussi, puisque vous êtes
formateur de formateur et effectivement tu es représentante aussi de l'ensemble des associations, etc. Frédéric, peut-être sur ce point central, tu commençais à l'évoquer, je t'invite peut-être à partager un petit peu plus avec nous sur cette dimension-là. Oui, donc au niveau des écoles lettres, on a à peu près environ 150 personnes qui, en France, interviennent soit sur des fonctions de conseiller en insertion professionnelle ou d'accompagnateur socio-professionnel ou accompagnatrice, encadrant ou encadrante technique, formateur, formatrice. Et en fait, quand on travaille sur des échanges de pratiques avec cette communauté d'acteurs, on se rend compte qu'il y a quand même des freins qui sont sensibles. Alors on peut avoir des personnes qui sont assez pointues sur les questions de transition écologique. C'est même assez souvent le cas parce que les personnes qui s'engagent en tant que, qui sont actives dans les écoles lettres, souvent c'est des gens qui sont très sensibilisés à ces questions-là. Et pour autant, la problématique de la transmission, de la passation avec notamment les publics jeunes qui ne sont pas toujours en demande, en fait, parmi ceux qui sont accueillis dans les écoles lettres, et pas évidente. Donc on réfléchit beaucoup au sein du réseau pour savoir quelles sont les portes d'entrée. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de fresques, il y a beaucoup d'outils, d'animation autour de la question de l'éducation à l'environnement et à la transition, mais on se rend compte que ce n'est pas forcément toujours les bonnes portes d'entrée. On se rend compte, on parlait de pédagogie par le faire tout à l'heure, que souvent c'est par des échanges informels et pas forcément par le fait de nommer ou de poser les choses et les termes, etc. En tout cas, sur des entrées en formation, au départ, on ne va pas forcément sur des théories qui est relatives à la transition écologique, mais plutôt sur, on va se mettre au travail ensemble, on va mettre en place des pratiques qui sont vertueuses ensemble. On va travailler le bois, et quand on va travailler le bois, on va utiliser telle machine plutôt qu'une autre parce que, voilà, on va traiter les déchets de telle façon plutôt qu'une autre parce que c'est vertueux. Et donc, c'est plutôt à travers simplement ces gestes qui sont parfois dérisoires dans le sens très simple qu'on arrive à faire progresser. Et après, dans un second temps, de revenir sur, on se pose un instant tous ensemble et on réfléchit à qu'est-ce qu'on a fait et en quoi les gestes qu'on a eus ou les échanges qu'on a eus précédemment sont vertueux. Et ça permet de faire réfléchir de façon un petit peu différente, d'inverser un petit peu la tendance plutôt que d'apporter le savoir, d'apporter des théories et parfois qui sont parfois un petit peu génératrices aussi d'éco-anxiété, etc. par rapport à certaines fresques, par exemple, qui, c'est un peu lourd des fois de rentrer sur ces types d'animation, et pour les formateurs ou les formatrices en particulier. Voilà, donc au niveau du réseau, on a développé une offre de formation qui s'adresse justement aux formateurs, aux formatrices qui forment sur les... Si ça fonctionne, qui forment sur les métiers manuels, soit dans les CFA, soit dans les organismes de formation aux métiers manuels. Et voilà, donc c'est vraiment, on engage les intervenants à intégrer ces pratiques-là dans leurs approches pédagogiques au quotidien. Margot, tu en parlais aussi tout à l'heure. C'est vrai que c'est aussi... tu as parlé des intervenants random, des profs random. Ça me fait mal parce que j'en connais quand même pas mal. Donc, j'en fais peut-être partie aussi. Donc, par contre, on peut dire aussi qu'il y a une vraie volonté, mine de rien, de l'enseignement, notamment de l'enseignement supérieur, de former les encadrants et les formateurs. Alors, il y a une volonté, c'est vrai, mais la réalité est tout autre chose. On nous a promis des unités d'enseignement libres sur la transition écologique. On nous a promis aussi de vraiment mettre en place la transition écologique avec des cours particuliers dans le premier cycle, comme je le disais avant. Et on le voit que c'est des choses qui ne sont pas faites. Il me semble que c'est 49% des étudiants qui disent qu'ils n'ont pas de cours liés à la transition écologique. Il y a seulement 13% qui considèrent avoir une vraie formation liée à la transition écologique dans leur cursus. C'est quand même très peu par rapport à l'urgence qu'on peut donner à cette transition écologique. Après, quand je parlais de profs un petit peu random, c'est des profs qui voudraient, et je pense qu'il y a une réelle volonté de parler de transition, d'impulser
ce thème dans nos formations, mais c'est des profs qui nous disent aussi qu'ils ne savent pas ou qui ne savent pas assez et qui sont en difficulté sur nos questions parce que justement la formation qu'ils ont reçue est une formation très vétuste ou une formation qui ne leur permet pas d'aller plus loin, qui ne permet pas aussi de prendre les questions de publics complètement différents, de filières complètement différentes et que les promesses du gouvernement sont très bien et je pense qu'on en a besoin. Par contre, derrière, il faut aussi former ces professeurs, il faut aussi former à cette question, pas seulement au premier cycle, mais aussi peut-être des choses un peu plus approfondies au deuxième cycle, au troisième cycle. C'est quelque chose qui est important et qui doit être fait, mais qui doit être fait aussi dans de bonnes conditions pour que on parlait d'éco-anxiété, mais que ça n'impulse pas de l'éco-anxiété, que ça n'impulse pas aussi du dégoût de la transition écologique, on doit faire ci, on doit faire ça. Pour que la transition écologique soit bien faite, il faut forcément faire des concessions, il faut forcément faire des grands sacrifices, alors qu'on peut le voir vraiment d'une autre façon et de voir que ça peut nous apporter plein de choses, que justement, comme tu disais Maxime, c'est vertueux et qu'on va avoir beaucoup de bénéfices par rapport à cette transition. Et je pense que c'est important de faire la part des choses entre la réalité qui malheureusement n'est pas au-delà des attentes des étudiants et aussi des attentes des professeurs qui aimeraient faire vraiment, mais qui ne sont pas professionnels parce qu'ils ont d'autres métiers et d'autres thèmes, ce qui est complètement normal. Et peut-être aussi avoir des professeurs qui sont peut-être que pour ça, ou alors professionnels en ça, ou des personnes qui sont vraiment faites pour ça et qui ont des compétences pour ça. Et je pense que c'est dans ce sens aussi qu'on va avancer et qu'on va faire évoluer les choses. Et pour la part du RESES, en termes de formation, on a des formateurs pour les associations, par exemple, pour vraiment leurs projets, pour les former sur l'économie circulaire, par exemple, ou des thèmes comme la biodiversité, etc. Et ces formateurs, c'est soit des salariés directement du RESES, soit justement des membres d'associations ou des membres du bureau qui veulent former leurs pairs, qui veulent utiliser l'éducation populaire pour impulser ça. Et on forme beaucoup dans les campus à la demande justement des professeurs ou à la demande des directeurs et directrices de campus. Et ces personnes ont vraiment conscience que c'est pas seulement juste de parler d'éco-gestes, de parler il faut être écologique, mais qu'il y a derrière beaucoup d'autres choses et qui ont besoin de personnes plus expertes pour montrer que la transition, c'est indispensable et c'est bénéfique et surtout c'est vertueux et que tout le monde en a besoin d'une façon beaucoup plus peut-être joyeuse, éco-optimiste comme il y a des livres qui sont écrits dessus, mais et un peu moins anxieuse il faut faire ci, comme ça on sera écologique, point barre. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des gens qui sont formés et experts de ces sujets pour donner aussi de l'importance à ce sujet. Et c'est quelque chose qui doit être mis en place de façon qualitative et pas seulement quantitative avec 100% des étudiants qui doivent être formés. Merci. C'est vrai que sur le titre de la table ronde, c'est se former pour rejoindre les métiers de la transition. Et je vais revenir sur votre première question. Vers les métiers de la transition, ça veut dire effectivement vous êtes là pour accompagner et soutenir les participants aux formations vers le monde de l'emploi, dans tous les sens du terme, qu'il s'agisse d'emplois au sein d'entreprises très alignées, au sein d'entreprises un peu moins alignées, mais aussi en collectivité, peut-être en organisation publique, en association, etc. Quels sont les liens que chacune de vos structures réussissait à tisser avec ce monde de l'emploi, donc ce monde qui va intégrer et insérer vos formés? Maxime, peut-être, tu veux commencer? Bien sûr. Alors l'avantage de Bienvenue en transition, c'est qu'on est dans un milieu très rural. Donc évidemment, la question de l'agriculture est posée et on va aller à la rencontre de ces agriculteuristes pour voir un peu comment elle se fait vraiment cette transition dans le monde de l'agriculture. C'est une question complètement touchy avec certaines de ce domaine-là.
Mais c'est une question très intéressante néanmoins. Je pense que le milieu avec lequel on est le plus connecté, ça va être le milieu de l'ESS pour économie sociale et solidaire. Et voilà, c'est un milieu qui a commencé à grandir vraiment doucement, mais qui est aussi menacé aujourd'hui, à l'image de ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes, où certaines parties des personnes en charge de la région ont décidé de couper les fonds pour le CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Et ça pose question sur quel type d'emploi on veut faire pour le futur. Donc la seule chose qui nous reste à faire, c'est s'engager pour ces emplois-là, pour les soutenir et aller dans cette direction-là. Oui, il y a la dimension territoriale. Je rejoins tout à fait. C'est vrai qu'au niveau des écoles lettres, il y a un gros travail de tissage des liens avec les structures locales, les entreprises locales. On croit beaucoup au local, au fait de proposer des solutions en proximité, de tisser des partenariats. C'est quand même le gros du boulot des équipes pédagogiques aujourd'hui, de pouvoir repérer les acteurs qui ont une implication dans le domaine de la transition écologique, mais aussi de pouvoir travailler avec des acteurs qui le sont moins, qui sont moins engagés, mais avec lesquels on va pouvoir tisser des passerelles et avec lesquels on va pouvoir essayer de penser un peu différemment l'avenir pour des jeunes qui sont souvent peu mobiles, qui n'ont pas toujours qui peuvent avoir des freins pour aller vers l'emploi. Et donc, voilà, la solution, nous semble être de pouvoir travailler à l'accompagnement aussi des entreprises et des structures sur le territoire. Voilà, un lien fort avec les structures de l'économie sociale et solidaire, mais pas que, aussi avec les entreprises plus traditionnelles. Pareil, Margot, ouais, au niveau du RESES. Dans le même sens, avant le RESES et encore cette année, a fait des forums métiers pour donner la chance aux étudiants et étudiantes d'avoir des contacts avec des métiers qui mettent en avant la transition écologique et solidaire, d'avoir des contacts aussi directement, faire le lien entre les entreprises et les étudiants et étudiantes. C'est quelque chose qu'on a beaucoup mis en avant et qui était un peu parisiano-centré quand même, du fait que notre siège est là-bas. Et maintenant, on se rend compte de ça et on essaye de plus en plus d'accompagner les associations plutôt à faire ce type de forum au local et dans la territorialisation aussi, car on a des antennes, de plus les accompagner à faire ça, de plus les accompagner à communiquer avec les entreprises au local et à faire ce lien entre les étudiants et étudiantes de ce territoire avec les entreprises en faisant des forums. Et plutôt que rester sur un grand forum au niveau parisien qui marchait bien en soi, mais qui amène beaucoup plus d'étudiants à connaître ces métiers de transition écologique et à s'engager directement dessus, en ayant directement en fait les liens, les coordonnées des personnes et en posant toutes leurs questions s'ils le souhaitent. D'où l'importance notamment de ces journées comme celle à laquelle nous participons actuellement, et d'où, vous l'avez dit tous les trois, cette importance aussi des liens territoriaux. Et je crois notamment, effectivement, chacun d'entre vous, vous avez évoqué quand même que l'Occitanie, en tant que telle, c'est à ne pas oublier que c'est une région assez promotrice de l'ensemble de ces sujets-là. Frédéric, tu me disais, sur 30 écoles aides, il y en a la moitié, je crois. 12 en Occitanie. 12 en Occitanie. Donc financées par la région Occitanie en partie, pas exclusivement, mais en partie. Ouais, bien sûr. Et il reste le territoire de Lozère où il n'y a pas encore d'école lettres, si jamais. Alors, est-ce qu'on a des Lozériens, Lozériennes parmi nous? Non, on les trouvera peut-être un petit peu plus tard. Mais pareil aussi, en région Occitanie, Maxime, tu nous disais que sur les écolieux, notamment, c'était quand même aussi une des façons qu'on avait tous, tout un chacun, d'aller découvrir les écolieux et d'aller découvrir la formation. Oui, bien sûr. Moi, j'invite chacune à peut-être se rendre sur un site internet qui s'appelle la carte des oasis. Par
qui va recenser en fait toutes les initiatives plus ou moins proches des écolieux en France. On va avoir peut-être 1 millier d'écolieux en France et autant de manières de vivre la transition. On va avoir des trucs complètement fous et puis des trucs beaucoup plus traditionnels. Je pense que le campus de la transition est aussi un bon endroit pour commencer parce que c'est un écolieu un peu institutionnel. Voilà, il y a des offres de services civiques et même une offre d'emploi en ce moment au campus, donc n'hésitez pas si c'est des choses qui vous intéressent. Et puis on peut en parler. Moi, je fais pas mal d'écolieux dans le voyage que j'ai eu la chance de faire. Donc voilà, je suis disposé à vous donner des conseils si vous cherchez quelque chose en particulier. Et évidemment, venez au T-Campus parce que c'est là on va apprendre plein de choses et puis voir un peu ce que c'est de vraiment vivre en transition. Donc voilà, n'hésitez pas, tcampus.fr. Une dernière question de ma part, en tout cas, avant de passer le micro au sein des participants dans le public. C'est aussi un point qu'on a commencé à évoquer au cours de nos échanges, se former, comme vous l'évoquiez, monsieur, se former à la transition en tant que telle, se former au sens large, ça nécessite aussi de se projeter un petit peu dans le monde de l'emploi. On a commencé à en parler. Et ça, c'est vrai aussi. Est-ce que vous sentez que les jeunes se posent des questions sur les entreprises vers lesquelles ils vont aller, sur les types de structures vers lesquelles ils ont envie de se tourner, etc. Qu'est-ce que vous voyez dans tout ça ? Alors, moi, je pense que justement, il y a de l'espoir parce que les jeunes se posent des questions, en effet. Et si les entreprises ont du mal à recruter, peut-être qu'à un moment, elles vont aussi devoir s'interroger sérieusement sur leurs modalités, évidemment, de recrutement, d'embauche et sur les conditions qui sont proposées, conditions sociales dans les entreprises. Et peut-être que ça va permettre de faire évoluer les choses. Donc, oui, il y a des questionnements. Il y a aussi des engagements sur des modes de vie plus alternatifs, plus sobres, ce qui nécessite, ce qui encourage à repenser aussi nos besoins. Et ça, c'est vrai que je suis assez surprise de voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui, alors pas tous, mais parmi ceux qu'on accueille, en tout cas dans les écoles, remettent un petit peu en question les modèles traditionnels qui sont ceux de leurs parents, des modèles très axés sur une logique de travail, boulot, payer son loyer, mettre de l'essence dans la voiture, etc. Et ça, on voit émerger d'autres réflexions autour de comment on pourrait fonctionner de façon un petit peu plus alternative. Les écolieux permettent vraiment la mise en place de ce type de réflexion, encouragent à ça. Et quand on voit qu'il y a des solutions, puis qu'il y en a d'autres aussi qui y arrivent, et pourquoi pas moi, etc., c'est vrai que ça a un effet assez porteur. Voilà. Margot, pareil, tu en as beaucoup parlé précédemment et tu as raison, c'est un point central, cette question de précarité étudiante, mais aussi de justice sociale au sens large. C'est quand même malgré tout, ça n'empêche pas, tu le disais, ça n'empêche pas les questionnements sur qu'est-ce que j'ai envie de faire comme métier, dans quoi j'ai envie de m'inscrire plus tard. Oui, c'est exactement ça. Ça n'empêche pas de s'engager peut-être à moindre... un peu moins fréquemment du fait de la précarité étudiante, mais ça n'empêche pas les questionnements et d'ailleurs ça les extrapole en fait parce que nous au RESES et dans le milieu étudiant, l'intersectionnalité des luttes c'est quelque chose de très important et on le voit bien que on peut pas penser environnement, on peut pas penser transition écologique sans penser à la transition solidaire ou sociale. C'est quelque chose qui est important à penser ensemble pour arriver à engager tout le monde en fait, à engager tous les jeunes, à engager toutes les catégories d'âge, parce que pas seulement les personnes qui peuvent s'engager parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils n'ont pas de job étudiant par exemple, ou parce qu'ils sont aisés de toute façon, ça ne veut pas dire que les autres n'ont pas envie de s'engager, les autres n'ont pas envie d'essayer de faire bouger les choses. Et donc je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce que je disais tout à l'heure, essayer de compenser le fait qu'ils ont moins fréquemment envie de s'engager,
moins envie, enfin pas moins envie, mais moins la possibilité plutôt de s'engager que le fait qu'on dise tout de suite que les jeunes ne s'engagent moins. Il y a beaucoup ça dans les discours actuels, dans les médias, que les jeunes ne s'engagent moins, les étudiants s'engagent moins. Et je pense que les étudiants et les jeunes s'engagent d'une autre façon. Je pense qu'il n'y a plus un thème particulier où les jeunes s'engagent. Je pense qu'ils veulent s'engager pour tout. C'est-à-dire, si on s'engage pour la transition écologique, c'est aussi s'engager pour le féminisme, c'est aussi s'engager pour l'anticolonialisme, c'est aussi s'engager sur tout. Et on a l'impression que les jeunes s'engagent moins du fait qu'ils virevoltent, entre guillemets, sur les différentes luttes. Mais je pense qu'ils s'engagent tout autant et qu'ils ont besoin aussi qu'on les aide à s'engager, qu'on leur donne les clés pour s'engager sur tout ce qu'ils ont besoin et sur ce dont ils ont envie que la vie évolue. Et il y a quelque chose en ça qu'il faut cultiver et vraiment mettre en avant. Je pense que c'est vraiment important de montrer que cette transition écologique, elle a attrait à toutes les autres transitions et surtout à la transition sociale et que voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Maxime, s'engager dans la formation, c'est aussi se questionner sur son métier. Je pense que tu seras absolument d'accord avec ce point-là. Oui, moi j'ai fait le choix du coup de rejoindre la formation, le domaine de la formation, parce que c'est ce qui me semblait le plus urgent et puis ce dans quoi moi j'étais le plus à l'aise, le plus capable, même si voilà, j'adorais ce que je faisais quand je parlais de neurones, et peut-être un jour je reparlerai de neurones, mais voilà, c'est ce qui m'a semblé le plus important. Et peut-être pour revenir aussi sur le sujet du travail, bon, on est dans le salon du travail, donc il faut que je fasse attention sur ce que je dis, mais je pense que notre génération, mais pas uniquement, se pose des questions sur notre rapport au temps, au travail, à l'argent. Est-ce que le travail est à mettre au cœur de l'existence? Est-ce qu'il y a autre chose à faire? Est-ce qu'adopter un mode de vie sobre permet de travailler quelques mois par an? A priori, moi, je vous le dis, c'est possible. Évidemment, ça dépend de chacun. On ne part pas avec les mêmes billes dans la vie. Néanmoins, j'arrive aujourd'hui à vivre avec quelques milliers d'euros par an, en travaillant quelques mois et en reste du temps, pouvoir m'engager dans ce qui me rémunère vraiment, c'est-à-dire m'engager dans du bénévolat et m'engager dans ce qui, voilà, dans lequel j'ai vraiment un retour, parce que je suis nourri par les échanges que j'ai, par la transformation que je vois advenir autour de moi. Donc je pense que au-delà de l'aspect financier, il y a aussi l'aspect qu'est-ce que je vais chercher dans un travail et voilà, quelle est la place du travail dans mon existence, des questions qu'à mon avis il faut se poser quand on se demande comment j'ai envie de travailler. Comment j'ai envie de travailler et comment j'ai envie de me former. C'est vrai que les deux sont intimement liés. À mon tour maintenant de me retourner vers vous. Est-ce que parmi vous, vous avez des questions, des interrogations? Oui, j'arrive. Déjà, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais en fait une question par rapport, donc Maxime, surtout vous parliez d'une fois qu'on a goûté à la sobriété, on y retourne. En fait, j'avais vraiment une question sur le fait de... alors, je vais secouer un peu la fourmilière, je suis désolé, mais ici, par exemple, on est dans une salle où on est seulement des convaincus. Donc, c'est pour ça qu'on s'est inscrit à cette journée et c'est très bien. Et moi, ma question, donc, vu que je travaille sur la médiation de la biodiversité, c'est comment on va justement toucher les personnes qui ne sont pas convaincues ou voir aussi... Margot, vous aviez parlé du rejet possible par rapport à la transition écologique. Donc, est-ce que vous avez des idées de levier sur le fait de toucher des personnes qui ne sont pas encore convaincues? J'espère. Oui, bien sûr. Là, je vais parler vraiment de mon expérience au sein du campus de la transition, où du coup, en fait, il y avait des promotions d'étudiantes et d'étudiants qui venaient passer quelques jours sur le lieu. Et on leur dit, ben voilà, on va vivre de manière sobre. Alors au début, on va manger végétarien pendant 3 jours. Oh là là, on va dormir et puis le chauffage, ce sera que 19 degrés. Ça va être dur et tout. Et puis après, ils y goûtent et puis en fait, ils sont moins sur les écrans, par exemple. Et puis le soir, au lieu d'être sur leur téléphone,
bah voilà, on est dans la salle commune où il fait plus chaud, on fait des jeux de société, on va chanter, on va faire des choses, et en fait, on y prend goût. Et je pense que, notamment, une des manières d'aller toucher un public peut-être réfractaire ou qui n'a pas envie de se laisser convaincre, c'est pas du tout par une approche intellectuelle, mais une approche par le sensible et l'émotionnel. Qu'est-ce que ça te fait de parler de ce sujet-là? Est-ce que ça te paraît juste, ce qui se passe là? Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois ces images-là, par exemple? Ou viens, vas-y, on passe une semaine à la campagne, et, on pose notre téléphone, on voit ce qui se passe, ou on va à cette destination-là, mais on y va sans voiture. Comment on fait? Quelles aventures il nous arrivent? Et voilà, moi je pense que ouais, goûter à la sobriété, c'est l'adopter. Je suis assez d'accord. Je pense que ça passe beaucoup par l'expérience. Ça passe aussi par les discussions et ce qu'on apprend des uns des autres et des parcours des uns des autres. C'est pour ça que je pense que si on l'apprend à l'école, si on l'apprend dans nos études et que c'est quelque chose qui devient un peu systémique, qui devient, en fait, c'est ça et c'est comme ça. Et voilà, je pense qu'on sera beaucoup moins réfractaire, mais dans l'expérience et dans parler avec les autres, je pense que c'est possible de justement rendre moins réfractaires certaines personnes et puis leur montrer aussi que manger, par exemple, végétarien, comme tu disais, c'est pas juste manger des graines, quoi. Enfin, il y a toute une norme qu'on se met, par exemple, avec les réseaux sociaux, on a une imagination qui montre que la transition écologique, c'est vivre nulle part, faire juste de l'agriculture, des choses comme ça, alors qu'il y a tellement de sens à la transition écologique et il y a tellement de transition écologique possible qu'il faut montrer aussi que chacun peut avoir les choses dont il a besoin et dont il a envie par cette transition écologique et que c'est pas forcément ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux il faut absolument vivre avec rien et le faire le moins possible. C'est pas du tout ça. Je pense qu'il y a aussi ça à casser, les préjugés à casser pour justement montrer à ces personnes réfractaires que ils peuvent aussi avoir une transition écologique qui leur convienne et qui leur corresponde et qui est aussi impactante que la transition écologique d'une autre personne. Frédéric, oui. Ouais, juste par rapport, je voulais parler aussi d'épanouissement. Ça me semble être important parce que moi, j'entends ce que vous dites et je vous rejoins. Des fois, c'est un petit peu, voilà, on est entre nous, on est convaincus et des fois, c'est vertigineux quand on voit le travail à mener et ce vers quoi on doit aller tous ensemble, en sachant qu'il y en a une grande partie qui nous semble ne pas y aller aussi vite qu'on le souhaiterait. Au niveau des écoles, par exemple, pour donner l'exemple de ce qui se passe dans les écoles êtres, la question de l'épanouissement, c'est très important. C'est-à-dire que ces jeunes ne sont pas forcément convaincus et ne repartiront pas forcément convaincus, mais par contre, ils auront été mis dans des situations où ils retrouveront de la confiance en eux, où ils retrouveront une capacité d'agir, une capacité d'action à laquelle parfois ils ne croyaient plus. Souvent, c'est des jeunes qui ont été quand même maltraités depuis, alors le terme est un peu fort, mais par le système éducatif, par le système actuellement proposé en milieu scolaire, par exemple, et le fait de pouvoir réapprendre à faire tout simplement ensemble, à être dans des logiques d'entraide toutes simples, mais de convivialité, d'entraide, de coopération, etc. Et ben, des fois, c'est assez étonnant de voir l'impact que ça peut avoir. On n'attendra pas des jeunes qu'ils s'engagent à la sortie d'un parcours être et qu'ils signent un engagement à être hyper impliqués dans les questions de transition. C'est pas le but. Le but, c'est qu'ils reprennent confiance en eux et que ce qui s'est mené autour de la question de la transition pendant ces quelques mois qu'ils ont vécu dans ces écoles, eh ben, ça continue derrière à les porter et qu'ils puissent après transposer ça dans d'autres situations de leur vie quotidienne. C'est un travail de longue haleine, hein. Je crois qu'on en est tous convaincus. Hein. Est-ce qu'on a une autre question de la part du public? Non? Eh bien, je crois que ce sera le moment de la conclusion. Est-ce que vous avez un dernier conseil, peut-être assez rapide, si vous le souhaitez, à partager avec nous, enfin avec le public?
je ne sais pas si c'est un conseil, en tout cas c'est vraiment un engagement à se former, tout simplement. C'était la thématique de la table ronde, et aujourd'hui je pense que voilà, ça passe beaucoup par ça, hein, se former, s'acculturer à ces questions-là, et être persuadé que ça passe par là, en fait, par l'intelligence collective. Maxime? Oui, je pense que c'est une invitation à la curiosité, aller voir ce qu'on ne connaît pas, aller visiter évidemment les écolieux, aller voir ce qui s'y passe. Enfin, moi, ça a été une expérience très transformante pour moi, voilà, pas avoir peur de ça. Il y a une transition qui est en cours, hein, à l'échelle plus mondiale, peut-être pas celle qu'on souhaitait. Voilà, donc continuer à être attentif vis-à-vis de comment les choses évoluent, s'engager. Parce que s'engager, c'est une des choses qui fait sortir justement de ces doutes, de ces difficultés qu'on a des fois à continuer à se lever le matin. Et puis voilà, aussi à savoir se faire du bien, aller avec de temps en temps, oui certes, faire un peu d'entre-soi pour se ressourcer. Je pense qu'un bon militant, c'est un militant qui dort bien. Donc voilà, je dirais ça. Je suis assez d'accord. Je pense que l'important, c'est de savoir que l'engagement, ça passe par plein de choses différentes, qu'on peut s'engager de mille façons différentes, et que c'est ce qui est adapté à nous qui fera avancer les choses, de pas forcément se comparer avec d'autres personnes qui s'engagent tous les jours et qui font entre guillemets que ça, et ça devient un travail. Et que plus on s'engagera ensemble, plus on apprendra des uns des autres, plus on pourra faire transition ensemble. Et voilà, et je rejoins le bien-être militant qui est important à internaliser aussi, parce qu'on a l'impression que si on fait rien juste un jour, le monde tournera plus, alors que si le monde va tourner, et on sera encore plus fort si on est bien reposé, comme tu dis, pour être un peu plus militant le lendemain. Merci à tous les trois. Merci surtout à vous d'avoir été avec nous, d'avoir participé, d'avoir interagi avec l'ensemble de nos participants, de nos intervenants. Je vais vous inviter, bien évidemment, à continuer l'engagement, à continuer la formation, l'acculturation. Vous avez encore un petit peu de temps pour profiter des participants et des stands qui sont juste derrière. Et la suite de la journée, bien sûr, va continuer avec les conférences, les ateliers, etc. Un grand merci encore une fois, Margot, Maxime, Frédéric. C'était un plaisir. Je vous invite à vous applaudir, cher public, à applaudir aussi vos intervenants. Très bonne suite de journée à vous tous. Merci.